Par contre, on donne du gâteau. Salut, ça va? Ici, c'est l'endroit où on fait les colis. Comment dire, une espèce d'un circuit où on passe de salle en salle et on redonne les colis à l'extérieur. Comment vous récupérez la nourriture? Alors ça, c'est ce que la fédération nous livre, enfin que nous achetons chaque semaine. Et de temps en temps, on a des donations. Et donc à ce moment-là, on redonne des choses supplémentaires dans les cadeaux. Bonjour, ça va et toi? Ça va, merci. On regarde ici, il n'y a pas. Oui, donc, pour ceux du matin, donc cette famille-là, tu vois, par exemple, ils sont inscrits à Samara. Ça, c'est pour la JOV. Ça, c'est un séjour d'une semaine à l'Île-Léron pour une famille. Ça aussi. Ça, c'est la sortie à la mer à Fort-Mahon de dimanche prochain. Il y en a une aussi au mois d'août. Enfin bref, voilà. Et puis, donc, le mercredi, il y a la permanence administrative pour les gens qui ont besoin d'être aidés dans leur démarche. Et il y a une permanence santé aussi le mercredi, où effectivement, il y a eu... Au Secours populaire de Pantin, je me suis dit waouh, c'est impressionnant. Tous ces gens qui viennent ici un samedi matin et qui donnent leur journée à une association et à des gens dans le besoin sans rien attendre en retour. J'ai interviewé plusieurs bénévoles qui m'ont dit que l'État ne faisait pas assez pour aider, que c'est pour ça qu'il et elle étaient là. Et puis, entendant une dernière fois mon micro, j'ai entendu ça. Ouais, je trouve qu'on les aide quand même. Moi, je bosse au Restaurant du Cœur. Et il y a les problèmes des gens qui ne sont pas reconnaissants. On dirait que c'est un dû qu'on leur doit. Non, on doit l'argent, l'État doit aux gens qui sont français, ça, ils croient que c'est un dû. Un dû. Les gens, ils choisissent et tout, si on leur donne, ils choisissent. Moi, je bosse au Restaurant du Cœur. Ils choisissent les gens et tout. Je crois que c'est un dû. Non, moi, je trouve qu'on les ont assez comme ça. Il y a d'autres pays qu'on est de... Et on se plaint pas, on n'a pas à se plaindre ici. Hein? Je me suis demandé comment on pouvait être bénévole dans une association et penser comme ça. Pourquoi les pauvres devraient-ils forcément être reconnaissants quand on leur donne quelque chose de vital? Alors, il y a deux timations. Il y a d'abord une timation selon laquelle un don, c'est Marcel Mauss, le sociologue, qui l'avait noté. Denis Colombi, sociologue. Un don, généralement, va avec l'idée d'autre don. C'est-à-dire, si je donne quelque chose à quelqu'un, j'attends qu'il y ait un moment donné, il va y avoir une obligation pour lui te rendre. Ça ne veut pas dire rendre exactement la même chose, ni rendre l'équivalent. Mais si, par exemple, je fais un gâteau de Noël à une personne, je vais m'attendre à ce que, quand même, à un moment donné, si elle ne me fait jamais de gâteau à retour, je vais pouvoir mal le prendre. C'est un peu le paradoxe du don, parce que formellement, le don ne crée pas d'obligation. C'est un don. C'est-à-dire que je ne peux pas aller voir une personne et lui dire « Bon, je t'ai donné quelque chose, tu dois me rendre à retour. » Sinon, c'est un échange marchand. C'est un échange sur le marché, c'est pas la même chose. Et en même temps, il crée une attente de reconnaissance. On attend au moins qu'on dise merci. On attend au moins qu'il y ait une relation particulière qui se crée entre les individus que vient manifester le don. Donc, on attend déjà des pauvres une forme de reconnaissance dans ce sens-là, puisqu'on vient les aider, on va s'attendre au moins à ceux qui reconnaissent la personne qui donne. Mais dans ce sens un peu différent, et c'est pas simplement, vous disiez, le bénévolat, effectivement, la participation à une association, effectivement, des choses comme ça, mais c'est aussi plus généralement toute l'assistance publique, toute l'aide publique. On donne de l'argent aux pauvres, même si on n'est pas bénévole, même si on n'est pas dans une association, parce que c'est bien qu'avec nos impôts, avec les impôts que l'on paye, avec les taxes que l'on paye, il y en a une partie qui est redistribuée. Et en fait, on a tendance à considérer que cet argent reste marqué, il reste à nous. Il n'est pas à eux, il n'est pas aux pauvres, il n'est pas aux personnes qui donnent, il est à nous, puisqu'en fait, on leur a donné quelque chose et on veut garder une forme de retard dessus. Ce n'est pas un argent qui a la même nature. On dit que l'argent n'a pas d'auteur, qui n'a pas de... Voilà, l'argent, c'est de l'argent et que peu importe où il vient, on peut faire ce qu'on veut. En fait, c'est sociologiquement, ce n'est pas vrai. L'argent est marqué, c'est la sociologue Viviana Slisser qui avait montré ça, il est marqué à fonction de son origine. L'argent des aides publiques,
on attend à ce que les personnes l'utilisent d'une certaine façon. Et on attend qu'ils l'utilisent pour remplir tes objectifs qui sont moins les leurs que ceux de l'ASAP de la société, c'est-à-dire l'ASAP des donateurs, de l'organisation politique, ici la société au sens d'organisation politique, qui leur remet cet argent. On veut leur donner de l'argent, mais on veut leur donner de l'argent pour qu'ils trouvent un travail. On veut leur donner de l'argent pour éviter qu'ils ne deviennent criminels. On veut leur donner de l'argent pour remplir des objectifs qui sont les nôtres. Ça se traduit concrètement par le fait qu'on on a toujours peur de donner trop d'argent aux pauvres, comme si ça allait leur nuire. C'est l'idée de trappe à pauvreté, qui a eu son heure de gloire en économie. Vous donnez de l'argent aux pauvres et ça va les toujours acheter de sortir de la pauvreté. Quand Lucien voulait sortir les chats de la pauvreté, arrêtez de leur donner de l'argent, ratez-les à toujours plus pauvres. Ça marche pas. Concrètement, ça marche pas et c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais c'est cette idée-là que l'on a derrière. Il faut donner juste assez d'argent aux pauvres, c'est ce que le sociologue Jörg Simmel appelait la loi terrain de l'assistance publique. Il faut leur donner juste assez pour remplir les objectifs que se donne la société vis-à-vis d'eux, leur permettre de trouver un emploi, les rendre disponibles pour le marché du travail, éviter qu'ils ne tombent à la criminalité qui ne constitue une menace, mais certainement pas plus. Et c'est cette idée que cet argent-là n'appartient pas aux pauvres, mais c'est un investissement que l'on fait sur eux. Et quelque part, on veut que cet investissement, il nous provoque un retour sur investissement à nous. Ça se voit aussi dans le fait qu'on ne veut pas forcément donner un STF si on se dit que il va peut-être utiliser cet argent pour s'acheter de l'alcool, pour s'acheter de la drogue, voilà, pour pas avoir des utilisations qui nous sapent les bonnes. Donc en fait, cet argent devient un moyen de contrôle sur les pauvres. Et c'est pour ça, au travers de cette reconnaissance que l'on attend de la part des pauvres, en fait, on cherche à contrôler une population qui reste définie comme, du point de vue dominant, comme dangereuse, comme problématique, comme un problème public. Comme d'autres oppressions, comme le racisme ou le sexisme, la pauvrophobie, c'est systémique. Ça s'inscrit dans une relation de dominant à dominé. Et comme pour toutes les oppressions systémiques, ça ne se combat pas seul. La pauvreté, il faut 6 générations pour espérer pouvoir en sortir. Alors les personnes pauvres, elles ont surtout besoin d'alliés, des amis, des associations, des professionnels du social, qui peuvent leur permettre de sauter des générations pour espérer s'en sortir plus rapidement. Vous imaginez les dégâts que ça fait. Les dégâts sur la construction des individus. Donc, ceux qui s'en sortent, en fait, ceux qui par le miracle de l'école, d'une rencontre, des aides, des associations, machin, finissent par en sortir, et les enfants notamment qui s'en sortent, en fait, c'est des héros. C'est des héros. Et pourtant, ils sont encore confrontés, même s'ils s'en sortent par les études, etc., à des plafonds de verre qui n'arrêtent pas. Ils arrivent dans des milieux où il faut avoir des réseaux pour faire des stages, etc. Eux, ils les ont pas. C'est des héros pourtant, parce que pour en sortir, il faut avoir 10 fois plus d'énergie et de volonté qu'ailleurs. Voilà, il y a cette ambiguïté terrible qu'il faut une force incroyable pour en sortir, qu'on n'en sort jamais seul. Ça aussi, moi je le redis, c'est pas vrai. Le si tu veux, tu peux, l'énergie personnelle, etc. C'est des conneries. Ça ne marche pas, c'est pas vrai. Il y a personne qui est un super-héros qui, quand il est au bas du bas, peut en claquant des doigts ou en tapant du pied remonter comme ça et arriver à la surface en disant « Salut les gars, vous avez vu comment je suis fort ?» Ça, c'est pas vrai. Sur le long terme, on se dit « Voilà, on va un peu y arriver. » Mais l'individu et le long terme, c'est 2 choses différentes. Moi, je me rappelle, on avait une assistante sociale à la CAF, il y en avait une à la Maison des Solidarités, là où on était à Bretigny, qui était d'ailleurs très efficace, qui nous a sauvé la vie. Mais vous en avez une quand vous payez plus EDF à EDF, vous en avez une, enfin, au département, vous en avez une à la mairie. Enfin bref, vous passez votre vie avec des travailleurs sociaux qui, bon, font ce qu'ils peuvent, mais qui parfois sont plus ou moins lassés, fatigués par les mêmes histoires qu'ils entendent. Enfin, c'est compréhensible. Donc vous passez votre vie
à justifier votre propre pauvreté. Parce que non seulement vous êtes dans cette situation-là qui est un peu désespérée, enfin moi j'étais très désespéré, mais en plus il faut que vous prouviez en permanence que vous êtes bien un pauvre. Concrètement, si on est en situation de précarité, on peut avoir droit à une aide pour une complémentaire santé, des allocations de solidarité et aussi des bourses pour les plus jeunes. On peut également faire appel à des associations, parce que le RSA, les allocations et les autres aides de l'État, ça ne suffit malheureusement pas toujours. Et puis, la société comme on la connaît, est-ce qu'elle peut réellement fonctionner sans pauvreté ? Est-ce que la précarité, c'est pas une constituante du système capitaliste et consumériste ? Après tout, les pauvres remplissent une fonction sociale, au même titre que les riches. C'est un terme que beaucoup de sociologues aimeraient voir abandonné, mais que Denis Colombi trouve pertinent dans le cadre de la pauvreté. Ici, c'est-à-dire qu'on a des populations que d'autres ont intérêt à maintenir en insaste à la pauvreté parce que ça rappelle de leur point de vue un certain nombre d'avantages. Déjà, le fait qu'il y ait des personnes en situation de précarité, en situation de pauvreté, constitue une puissante incitation au travail, une puissante incitation à la participation à l'activité économique. Et ça se formule à des termes moraux, c'est-à-dire que si je ne suis pas pauvre, c'est parce que j'ai bien travaillé, c'est parce que j'ai fait les efforts, parce que je le mérite. À partir de là, je dois considérer que ceux qui sont en situation de pauvreté, c'est parce qu'ils l'ont mérité, c'est parce qu'ils ont dû faire quelque chose de mal. Ça donne une représentation juste, finalement, de la société qui peut être assez rassurante pour ceux qui y participent. D'autre part, ça rend disponible à l'activité économique un certain nombre et à l'activité économique, c'est aux entreprises, mais c'est aussi aux consommateurs, un certain nombre de travailleurs, une main-d'œuvre, qu'on va pouvoir finalement payer assez mal pour remplir tes fonctions, tes emplois, que l'on n'a pas forcément envie de remplir soi-même. Pour le dire simplement, si j'ai quelqu'un qui est disponible pour ramasser mes poubelles plutôt que de m'en occuper moi-même, si j'ai quelqu'un qui est disponible pour venir avec 2 heures du soir m'amener une parquette de sushi à livraison, c'est parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'autres sources de revenus a priori que de faire cela. Si elles savaient d'autres sources de revenus, ça ne veut pas dire que ces activités disparaîtraient forcément, mais ça veut dire qu'on devrait payer les personnes mieux. Ça veut dire que on devrait les payer mieux, à plus de 2 façons. On devrait les payer mieux de façon monétaire. Les époueurs mériteraient ça tout être mieux payés. C'est une des fonctions quand même les plus essentielles qui soient. Les livreurs devraient être mieux payés s'ils avaient une autre source de revenus parce que ils prennent des risques, un emploi qui est difficile, qui est fatigant, etc. S'ils avaient moyen de gagner de l'argent autrement, il faudrait ça toutes les motiver à les payer plus. Il faudrait aussi les payer plus à terme de respect, à terme de reconnaissance. Certains de ces emplois très utiles, mais très mal payés, sont aussi relativement méprisés. Les caissières de supermarchés, par exemple, je dis caissières parce que c'est la majorité des femmes. Quand on a vu au premier confinement en 2020 quelles étaient les travailleuses de première ligne, etc., et on a dit beaucoup de choses très, très, très belles à leur propos, ça forcément augmentait leur salaire derrière. Sont aussi des personnes, lorsqu'on lit des enquêtes de sociologie sur les caissières, sont des personnes, elles racontent toute la même histoire finalement. C'est un jour un homme ou une femme, un client qui les montre tutoie, dit ça à leur fille ou à leur fils. Ah, regarde, si tu travailles pas bien à l'école, tu vas finir comme elle. Bon, c'est extrêmement violent. Si ces personnes-là étaient payées plus justement, on devrait peut-être, si elles avaient des sources de revenus alternatives qui faisaient qu'on serait obligé de les reconnaître mieux, on éviterait peut-être ce type de violence. Toujours aujourd'hui, il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. Et ça ne bougera pas si on ne décide pas collectivement de changer les choses. La pauvreté en France, c'est un problème institutionnel et c'est l'affaire de toutes et tous. Que l'on soit concerné ou non, que l'on soit membre du gouvernement ou citoyen. Alors oui,
il y a des initiatives, mais elles doivent être renforcées. On ne peut pas sortir seul de la grande précarité. Elle doit devenir un problème de société sur lequel on ne ferme plus les yeux.